Bienvenue dans cette nouvelle série Les auteurs inspirants. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer un ouvrage majeur dans le management puisqu'il fait partie du top 5 des 5 livres à avoir lu dans le domaine du leadership. Donc je pense à Peter Senge, la cinquième discipline, The Fifth Discipline en anglais. Alors, rapidement pour donner un peu de contexte, donc l'auteur, un Américain, né en 1947 aux États-Unis, il a fait des études brillantes, doctorat, et il s'est effectivement spécialisé dans les organisations, dans la pensée systémique, la psychologie organisationnelle, et bien sûr le management, le leadership. Et il a amené donc à la fin des années 90 cet ouvrage qui fait vraiment qui est un classique. Il faut vraiment s'en inspirer. Donc moi mon but c'est aussi vous donner envie de le lire. Donc pourquoi ce livre est intéressant? Parce qu'il arrive à un moment donné charnière aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays très industriel, mais l'industrie s'essouffle dans les années 80. Les 30 glorieuses sont passées. Un monde donc globalisé, avec beaucoup de concurrence mondiale. Bien sûr, à l'époque, c'était le Japon, mais aussi d'autres pays arrivaient et déjà on profilait la Chine, l'Inde et tout ça. Donc on passait d'une économie de l'industrie à une économie de la connaissance et du service. Donc beaucoup plus de gens travaillent dans des bureaux et finalement on doit produire de la valeur. Donc l'idée d'un collectif s'impose dans un pays très individualiste. Et donc on va voir en quoi ces disciplines sont intéressantes. Alors d'abord, ça va mettre en avant la pensée systémique, l'idée qu'une organisation est un système global qui se conforte, qui est cohérent, qui est consistant. Et puis, on va avoir aussi cette idée d'intelligence collective. Alors, on va passer maintenant au détail des 5 disciplines. Alors, voyons maintenant les 5 disciplines. La première discipline, la maîtrise personnelle. Chaque employé est un individu et il a ses compétences, ses connaissances, mais il a aussi des objectifs. Et donc, il doit lui-même, dans une logique d'amélioration, s'améliorer. Donc là, on ne parle pas d'un développement personnel sur soi. C'est dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de ma mission, comment je m'améliore. Est-ce que je me certifie? Est-ce que j'apprends des nouvelles technologies, des nouvelles façons de travailler? Est-ce que je me forme? Donc la réponse est souvent oui, dans les entreprises où ça se va bien. Et puis dans les entreprises où on ne se forme pas, forcément, la réponse sera non. La deuxième discipline, les modèles mentaux. Donc là, on va toucher plus à le côté psychique. Donc on va chercher à dépasser les croyances limitantes de l'organisation. Chaque entreprise va avoir sa culture et elle va effectivement considérer que c'est mieux comme ça. Donc on a toujours fait comme ça, on était numéro un en faisant comme ça, donc je ne vois pas pourquoi on changerait. Donc ça évidemment, les changements sociétaux, changements de marché, on passe à côté. Et c'est comme ça que des entreprises qui étaient numéro un, rapidement ont périclité, voire faire faillite. Donc là, on touche effectivement à l'ego même de l'entreprise, parce qu'on pense qu'on a les meilleures idées. Bon. Et on accepte mal, finalement, d'en changer. Donc l'idée de l'entreprise, la learning organization, l'entreprise qui apprend, c'est que justement, elle est capable d'accepter ce challenge, de dire je dois apprendre, je dois m'améliorer. La troisième discipline, la vision partagée, justement, doit expliquer comment, dans quelle direction on doit aller. Une vision, c'est quoi? C'est où est-ce que je veux me retrouver, où est-ce que, pas moi personnellement, où est-ce que l'entreprise, où est-ce que l'organisation doit se retrouver dans, par exemple, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et quand on dit organisation, ce n'est pas forcément une entreprise,
du domaine privé, ça peut être une association sans but lucratif, ça peut être une administration. Faut pas trop rêver non plus. Donc, souvent, un patron ou une patronne va avoir une vision et va l'imposer au reste de l'entreprise. Alors, un leader charismatique, ok. Une leader, je sais pas comment on dit, charismatique, ok. Mais attention, imposer ça à l'organisation, c'est aussi imposer un choix qui peut être une erreur, une connerie. Donc, il faut que la vision soit co-construite avec le reste de l'entreprise, avec les employés eux-mêmes, avec les cadres, avec les employés sur le terrain, avec tout le monde. L'avantage, il n'y aura pas de résistance au changement, puisque le changement vient de l'intérieur, vient de chaque personne. Les gens résistent à un changement qu'on leur impose. Tout le monde est pour ses propres changements. Et effectivement, c'est la meilleure façon d'aller dans une nouvelle direction et surtout d'avoir des nouvelles idées, de l'innovation. Par exemple, j'ai toujours fait des voitures à moteur classique à explosion. Pourquoi je ferais des voitures électriques? Moi, vieux patron de cette entreprise, vieille patronne de cette entreprise, pourquoi changer les choses? On a toujours fait comme ça. Eh bien, les nouvelles générations vont expliquer que c'est beaucoup plus cool, une voiture électrique. Voilà, dans les villes, ça ne fait pas de bruit. Dans les villes, ça ne fait pas de pollution. Le côté moderne, futuriste. Bon, la patronne a peut-être oublié ça, mais les employés ont envie d'y croire. Donc ça, c'est intéressant de se construire une vision. Alors attention, une entreprise n'est pas une démocratie, donc ça peut clasher, parce qu'on va voir qu'il faut finalement qu'on avance ensemble. D'où la pratique numéro 4. Vous voyez que toutes les pratiques, évidemment, sont reliées les unes aux autres. Donc l'idée de la discipline numéro 4, c'est on va apprendre, puisque rappelez-vous, dans l'idée de s'améliorer, de changer, il y a l'idée d'apprentissage. On va apprendre ensemble, donc apprendre en équipe. Et c'est là que l'intelligence collective va montrer ses bénéfices. D'abord, chaque individu s'est amélioré, chaque individu a changé aussi son mindset, va dans une nouvelle direction et a envie d'aller dans la direction aussi des autres. Et c'est pas rien. Et là, il va y avoir un effet de masse critique. Et effectivement, 1 plus 1, là, ça va faire plus que 2. Donc cette intelligence collective est capable de surmonter des problèmes qu'un individu ne pourrait pas, ou un petit groupe d'individus ne pourrait pas résoudre. Alors bien sûr, ça veut dire aussi l'idée du collaboratif, coopération, collaboration, co-création. On travaille ensemble. Alors il y a plein d'obstacles dans l'entreprise, les habitudes bien sûr, le côté hiérarchique, on est cloisonné, les jeux politiques, les middle managers sont souvent des barons qui travaillent pour eux, des franchises, donc ça évidemment ça ne peut pas marcher dans une entreprise, donc il faut être capable aussi de casser tout ça, on va le voir dans la dernière. Donc là effectivement, les défenses hiérarchiques, si moi j'ai un bon salaire en foutant rien dans l'entreprise, pourquoi j'aurais envie que l'entreprise change? J'ai pas envie qu'elle apprenne. Dernier point, la pensée systémique, voilà, le system thinking. Donc c'est là-dessus qu'a beaucoup étudié et travaillé Peter Senge. Donc l'idée là encore reste la même. On est un système, l'organisation est un corps final, un corps vivant, et avec plein de membres, voilà, les membres de l'entreprise, plein d'organes. Et donc il faut être capable effectivement de, ensemble, récupérer tout ce qu'on vient de voir. Alors, c'est évident que une entreprise, plus elle est grande, plus il va y avoir des systèmes, des sous-systèmes par-ci par-là. Et souvent, par exemple, on va constater un problème à l'autre bout de l'entreprise, alors que l'origine du problème était peut-être à l'autre extrémité. Très clairement, un client appelle, il n'est pas content, machin, et donc ça se passe mal au niveau du service desk, mais le problème n'est pas au service desk.
C'est juste que la personne surréagit et que le service desk a du mal à le gérer. En remontant à la source, on va découvrir effectivement que le produit est mal designé, il est mal packagé, il n'a pas été pensé pour les clients, le service est déplorable, enfin bref, c'est toute une somme de difficultés que on a du mal à retrouver dans une entreprise qui est cloisonnée. Alors si vous travaillez dans une entreprise qui est décloisonnée, tout ça doit vous paraître évident, mais si vous êtes dans une entreprise très hiérarchisée, ben, tout ça va vous parler aussi parce qu'en disant oui, c'est sûr que c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc chacun reste dans son silo et ne voit pas l'intérêt finalement de changer puisque n'a pas cette boucle de feedback adéquate. Donc on cherche plutôt dans ces entreprises-là effectivement des coupables, qui a fait l'erreur, qui s'est trompé, c'est plus simple, plutôt que de chercher à faire évoluer un système. Donc là, on parle de structure organisationnelle, et là encore, modifier une structure organisationnelle, ça veut dire se réorganiser, et il y aura certainement beaucoup de freins, et on accusera n'importe qui, les fournisseurs, le gouvernement, l'époque, ou n'importe quoi d'autre. Donc là encore, vous voyez, on a intérêt à avoir bien travaillé les autres disciplines pour pouvoir arriver à cette pensée systémique. Parce que sinon, bah, retour à la case départ. Mais en travaillant ces 5 disciplines, on arrive à cette 5e discipline qui amène vraiment toute la valeur. Où là, effectivement, la transversalité va permettre de solutionner les difficultés. Euh, Par exemple, une approche marketing est impossible dans une entreprise cloisonnée puisque il faut être capable de comprendre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable de proposer au client et ce que veut le client. Voilà. Donc ça nécessite de mobiliser tout le monde. Voilà. Donc si vous voulez voir beaucoup plus de détails, puisque là en quelques minutes on a discuté de ce livre, ben, je vous invite à l'acheter. Donc je mettrai en en-tête de la YouTube le lien vers pour pouvoir l'acheter si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous-même cet ouvrage vous a inspiré. Après l'effort, le réconfort. Si vous avez bien aimé cette petite vidéo sur les auteurs inspirants, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit like. Ça me motive, ça me donne envie de continuer à faire du contenu. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, c'est pareil, ça coûte rien. Vous pouvez aussi me rejoindre et me suivre sur LinkedIn. Je poste régulièrement des choses. Enfin, si vous voulez recevoir un petit cadeau, mon nouveau guide de préparation à la certification PMP, comment se préparer efficacement. Voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail à contact@davidchaplin.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. À bientôt!